Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Sauvé par le Gong. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi les coulisses. Eh, quoi encore? Non, mais c'est fou ça. Non, dis donc Sébastien. Toi, c'est Climax, le podcast où avec toute l'équipe, Katia, Laurence, Marc, Claire et Yann, vous recensez les séries, les films du moment, avec, comme vous dites, humour, pertinence et juste ce qu'il faut de mauvaise foi pour que ça soit cool à écouter. Ça, c'est vous qui le dites. Bon, là, c'est pas ça. C'est Previously, les séries cultes. Donc, c'est mon podcast. Donc, tu me laisses dans mon coin, s'il te plaît. Voilà. Ouais, écoute, c'est assez sympa chez toi, dans ton petit podcast, Alain. Mais quand tu parles de séries cultes, vas-y. J'aimerais beaucoup t'entendre sur Sauvé par le Gong, tu sais. Parce que c'est une série de jeunes, ça. Oui, j'ai été jeune à un moment donné dans ma vie. Je suis pas sûr que tu connaisses ça. Giga, Screech, Kelly, Zach. Zach. Tout ça, c'est pas ton truc. Oh, écoute, soyons pas désagréables. Respectez mon grand âge, jeune Zazou. Moi, mes séries, à votre âge, c'était Le Château des Oliviers et Ottoman. Des productions sérieuses, haut de gamme. Pas des fadaises pour teenagers, là. C'est quoi, là, votre Sauvé par le Gong, là mais bon, oui, enfin... Bon, finalement, puisque t'es là... Reste, en plus la déco te plaît, donc c'est très bien. En fait, t'as bien fait de passer. Aujourd'hui, nous allons donc explorer la vie tumultueuse d'une série qui n'a l'air de rien, mais qui pourtant a pas mal changé les choses. Saved by the Bell, sauvé par le gong. Et je serai épaulé en cela par Sébastien Barquet. Allez, bonjour Sébastien. Bonjour Monsieur Carabaz. Non, c'est Carazé, Carabaz, il n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui. Grand fan de la série, donc Sébastien Barquet, à tel point que moi, je t'ai vu en parler sur les coffrets DVD de certaines saisons de la série. C'est vrai, ça? C'est pas très très sérieux quand même comme activité, non? C'est parler de Sauvé par le Gong. Écoute, Alain, entre toi et moi, appelle-moi Monsieur Petit Bonus. Oui, alors on va dire ça, mais tout petit. Alors, Sauvé par le Gong, donc, Saved by the Bell, a démarré et compte 86 épisodes jusqu'en mai 1993, lors d'un épisode final où tous les protagonistes se voient remettre leur diplôme de fin d'études. 86 épisodes exactement. 86 ou 96, tu t'es planté. Non, ce n'est pas ça. Alors déjà, c'est pas le diplôme de fin d'études, parce que c'est le lycée qui boucle à ce moment-là, mais en fait... il y a 100 épisodes sur la série. Et oui, pas 86. Non, il y a 86 épisodes et un téléfilm, l'aventure hawaïenne. Bon, je peux te l'accorder, 87 épisodes si on compte le téléfilm, mais 86. Non, mais il y a vraiment des gens qui écoutent ton podcast et qui pensent que t'es sérieux, mais non, messieurs, dames, ne l'écoutez pas, cet usurpateur. Il y a bien, en fait, 119 épisodes de Sauvé par le Gong au total. Non, mais attends, 119, tu viens de dire 100, là, à l'instant. Je fais ce que je veux, premièrement. Et non, c'est 119 pour moi, parce que j'ai le droit de voir 119 épisodes, même s'il n'y en a que 86. Non, on est en démocratie, je fais ce que je veux. Je donne ma réalité, et moi, je te dis que c'est 119. Là, elle est belle, la jeunesse. Bon, en fait, on a tous les deux raison. Sauvé par le Gong compte 86 épisodes, 100 épisodes ou 119 épisodes. Ça dépend ce que vous englobez dedans. La seule et unique sitcom, celle qui l'a précédée, celle qui lui a donné naissance, puis celle qui a suivi les années lycée, et même l'autre qui a été lancée en parallèle, la nouvelle classe. Parce que oui, il y a plus d'un gong qui a sonné pour toute la troupe de jeunes comédiens qui sont devenus des stars pour ados en quelques semaines. Vous n'attendez pas à cela, Vous pensiez que seul Star Trek avait eu droit à sa nouvelle génération, son univers parallèle et ses séries avec de nouveaux équipages. Eh ben non. Donc, nous serons bien assez de deux pour démêler tout cet univers de Sauvé par le Gong. Et tout commence par le président de la NBC de l'époque, Brandon Tartikoff. Oui, un très grand nom, ça vous dit peut-être rien, mais Brandon Tartikoff, ça a été quand même l'homme qui a relancé le network NBC en créant des séries avant-gardistes pour l'époque, telles que Miami Vice, Hill Street Blues, Seinfeld, Law and Order, mais aussi des méga hits comme l'Agence Touriste, Cheers, les Golden Girls, c'est lui, K2000, c'est lui aussi, Le Prince de Bel-Air, c'est lui aussi, bref, un très grand monsieur, quoi. Et Brandon Tartikoff, il a l'idée de faire une nouvelle sitcom
à propos de sa prof. C'est bien ça? C'est ça. Et cette sitcom, elle s'appelle Good Morning Miss Bliss. Bonjour Miss Bliss. Et en gros, pourquoi? Parce que c'est ce que disent les enfants quand ils arrivent dans leur classe, quand ils rentrent. Bonjour Miss Bliss. Bon, je le fais très mal. Oui, non, mais si, c'est parfait, on s'y croirait. Merci, Monsieur Carabaz. Miss Bliss, il faut savoir en fait qu'elle existait vraiment parce que chez Tartikoff, en fait, rien ne se crée vraiment, tout se transforme parce que c'est du vécu. Il l'avait déjà fait à l'époque pour Punky Brewster également. Et donc le producteur à qui Tartikoff avait demandé à commander cette série, c'est à Peter Angel. Il va donc imaginer une sitcom autour de cette prof. C'est donc l'histoire en fait de Carrie Bliss, une prof de collège qui est interprétée par Hayley Mills. Plus personne ne se souvient d'elle, hein, je vous le ferai remarquer, mais aussi de ses élèves. Et c'est Sam Bobrick qui a écrit le pilote et qui donc a créé la série. Sam Bobrick, c'est un scénariste qui a bossé pour plein de sitcoms, comme Max la Menace, Ma sorcière bien aimée, mais aussi pour des séries pour enfants. Alors, dans le pilote de cette sitcom-là, Bonjour Miss Bliss, il y a même Brian Austin Green, le Brian Austin Green, quand même. Il tenait le rôle de Adam Moncrief, le jeune écolier très sérieux. C'est lui qui était censé être le héros de la sitcom. Il porte des costumes pour se rendre en classe. Il y avait aussi Jaled White. Il tient le rôle du turbulent Bobby Wilson. Jamel White, on sait bien qu'il deviendra célèbre en 1989, soit 2 ans plus tard, en incarnant... Tu sais qui en incarnant, Sébastien? Qui c'est qui l'incarnait? Qui? Quoi? Comment? Non, tu sais pas? C'était pas Urkel? Eh ben voilà. Urkel dans La vie de famille? La vie de famille, exactement. Et dans ce pilote... J'ai gagné quoi, là? J'ai gagné quoi? De rester jusqu'à la fin du podcast. Et on voit aussi Julie... Bah oui. Et on voit aussi Julie Roni, qui sera ensuite l'une des Lockridge de Santa Barbara. Hein, Santa Barbara, ça c'est ton âge. Hein. Et Jonathan Brandis aussi, le jeune acteur que l'on retrouvera dans Sequest DSV et dans Hit. Bon, on va plomber un peu l'ambiance. Jonathan Brandis s'est suicidé en 2003. Mais ce pilote est retoqué par la NBC. C'est quand même un conte. C'est NBC, Brandon Tartikoff qui commande une série et sa chaîne retoque le pilote. En fait, le pilote sera diffusé comme ça en plein été, en juillet 87, donc fin du projet. Sauf que Brandon Tartikoff, il ne s'avoue pas vaincu. Il va faire quelque chose d'absolument inédit. Il va soumettre et vendre la sitcom à une autre chaîne que la sienne, le Disney Channel. Et là, ça va marcher. Ça va marcher, mais aussi parce que en fait, la série sur Disney Channel est différente de ce qui avait été proposé dans le pilote. Alors, la série de Disney a encore été produite par Peter Angel, hein, c'est lui qui l'a écrite. La plupart des comédiens que tu as cités là sont virés et sont remplacés par Mark-Paul Gosselaar dans le rôle de Zach, Dustin Diamond dans le rôle de Screech, et aussi Lark Voorhees dans le rôle de Lisa Tortue, et Denis Haskins qui reprend le rôle du principal Richard Belding. Dans le pilote original, il se prénommait Gérald et était incarné par un tout autre acteur qui s'appelait Oliver Clark. Le producteur d'ailleurs, Peter Angel, dit que Zach c'est un enfant totalement incorrigible qui pourrait vous mentir en face de vous et bien vous montrer qu'il est en train de mentir, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer par la même occasion. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que le producteur décrivait le personnage de Zach. En gros, le personnage de Zach, c'est ce qui a fait, je pense, le succès de la série, parce que même si les autres personnages étaient importants dans la série, cette description que tu viens de donner, en fait, c'est sur ça que tout repose. Le fait que le personnage, il peut dire n'importe quoi, le plus gros mensonge du monde, c'est pas grave, il est tellement adorable que on ne peut pas ne pas l'aimer. Grosso modo, c'est ça l'idée. Voilà, il a une tête d'ange. C'est ça. Alors, il y a aussi les autres personnages, tu viens de les citer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de Screech, de Lisa? Parce que moi, j'ai une vague idée de ce qu'ils sont, quoi. Alors, Screech, c'est le copain geek. Mais à l'époque, on disait pas geek. Dans la version française, on évoquait surtout le terme ringard. Il y avait Lisa aussi, petite fille riche, un peu précieuse, extrêmement dépensière et qui n'hésitait pas à exhiber la carte bancaire de ses parents. Et on se rend compte, en fait, que dans cette version-là, les élèves ont beaucoup plus de place dans cette nouvelle série en fait que dans le pilote. Et alors, sur quoi s'articule cette nouvelle version de Miss Bliss? Ça raconte tout simplement le quotidien de quelques collégiens, de leurs amourettes bien sûr, et notamment celle de Zach qu'on vient d'évoquer, qui est un véritable tombeur,
déjà à l'époque. Cela dit, la série, elle ne renie pas totalement non plus ce qui avait été amené dans le pilote, parce qu'on va aussi découvrir un petit peu Miss Bliss dans sa vie loin du collège, avec parfois des situations qui sont un peu surréalistes, où on voit Zach qui est en train de prendre le dessert chez sa prof, alors que ça ne fait que 24 heures qu'ils se connaissent. Mais dans l'esprit, en tout cas, on n'est vraiment pas loin de ce qui fera l'essence de Sauvé par le Gong et Good Morning Miss Bliss. En quelque sorte, c'est un tour de chauffe. Et la série a été diffusée en France sous le titre Bonjour Miss Bliss. C'était dans le Disney Club, je crois, si je me souviens bien. C'était sur TF1 au début des années 90. C'est bien ça, Sébastien ? C'est ça. C'était ça le matin, oui. Pour l'anecdote, Alain, quand les épisodes de Miss Bliss ont été rediffusés par la suite aux États-Unis, il faut savoir que le générique de début a été modifié et en fait, ils ont repimpé celui de Sauvé par le Gong. Ils l'ont remis en fait à la place du générique original de Miss Bliss. Et même les transitions musicales entre les différentes séquences qu'on avait dans Miss Bliss, elles ont été remplacées par les transitions musicales qu'on connaît dans Sauvé par le Gong. Donc l'idée était vraiment de faire croire que c'était une seule et même série et qu'il n'y avait pas de différence entre ce Good Morning Miss Bliss qui était un préquel et Sauvé par le Gong, quoi. Si on mélange le tout, ça fait plus d'épisodes et les gens n'y voient que du feu. Et c'était peut-être aussi un moyen d'attirer à elle aussi, à cette série, toutes les personnes qui ne l'avaient pas découverte et qui étaient déjà fans de Sauvé par le Gong par la suite. Ça permettait de redécouvrir les jeunes années de Zach. Mais pas de chance, ça ne marche pas sur Disney Channel, qui s'en tient à sa commande initiale de 13 épisodes. Pas un de plus. On est en 1989 et c'en est donc fini de Zach, de Screech et des autres. Mais là encore, Brandon Tartikoff ne s'avoue pas vaincu. Constatant avec Angel que ce sont surtout les histoires concernant les élèves qui marchent et pas trop tout ce qui touche aux profs et à l'école, ils vont à nouveau reformater la série, mais surtout, là, ils vont oser une programmation totalement inédite à l'époque. Depuis le temps que vous écoutez Previously, vous savez que les séries américaines sont faites dans leur immense majorité pour le prime time. Parce que c'est pendant le prime time que tout le monde est devant son écran. Et que donc tout type de publicités peuvent être diffusées et assurer de toucher leur cible. Et comme un network comme NBC ne fonctionne qu'avec les revenus des publicités, c'est leur quantité et le montant qui implique les programmes qui sont choisis. Très concrètement, si le samedi soir de 21h à 22h, avec 12 minutes de pub éparpillées dans le programme, vous faites 4 millions de dollars de profit, vous allez commander des programmes de séries qui coûteront moins que ça. Genre 1,5 million, 2 millions. De façon à ce que vous puissiez dégager du profit, justement. Oui, c'est logique. C'est comme pour n'importe quel produit de consommation. Il faut que ça vous rapporte plus que vous n'avez dépensé pour le faire. En journée, le matin ou l'après-midi, comme il y a moins de gens présents et seulement certaines catégories de personnes, les tarifs publicitaires sont moins élevés. Donc, votre coût de grille, on appelle ça coût de grille, est plus bas. C'est logique, voilà. Vous faites donc des jeux, des talk-shows, des soap-opéras, parce que non seulement ça plaira aux gens qui sont devant la télé à ce moment-là, mais en plus ça coûtera bien moins cher à produire. Donc, ça sera rentable. Dans ce même ordre d'esprit, il y a le samedi matin. Le samedi matin, il y a toute une catégorie de gens qui sont devant leur télé. Les enfants. Oui, parce qu'ils n'ont pas école. Ils sont réveillés et leurs parents, eux, ils aimeraient bien se reposer après une dure semaine de travail. Donc, pour les laisser dormir et pour gagner de l'argent avec des publicités qui ciblent plutôt les enfants, genre des produits comme les cornflakes, des jouets, etc., les networks ont mis en place un bloc de programme du samedi matin, de 8h jusqu'à midi. Initialement, il s'agissait de rediffusion de vieilles séries comme Superman ou le Lone Ranger et de programmes avec les cartoons de la Warner, genre Bugs Bunny, Tilly et Gros Minet, Bibi et le Coyote ou Tom et Jerry, des dessins animés faits initialement pour le cinéma, mais qui n'ont rien perdu de leur éclat. Listen, Doc, there's nothing like a little Saturday morning TV to get you off to a good start. First, hey look, it's the Bugs Bunny Show. Et puis, dès les années 60, des studios d'animation comme Hanna-Barbera ou Filmation ont développé des techniques qui permettent de produire des séries animées spécifiquement pour le samedi matin à la télévision, donc avec un coût de revient assez bas et une capacité de production bien plus importante. Un nombre d'épisodes bien plus grand, une durée plus longue, généralement 30 minutes plutôt que 6-7 minutes, et plus vite durant la saison. Donc, le samedi matin, on se retrouve avec des personnages comme Walligator, ou les Schtroumpfs, Lip et le lion, ou Toucher la tortue. Et graduellement, avec des créations à l'humour encore plus débridé, comme, oui, vous vous souvenez, les fameux Fous du volant. And now, here they are, the most daredevil
Ou alors comme Scooby-Doo. Ben oui, Scooby-Doo, c'est un dessin animé qui a été fait pour le samedi matin. Et il a même eu une période super-héros dans les séries animées du samedi matin, avec le fantôme de l'espace, par exemple, et Dino Boy. Space Ghost battles the most sinister villains in the universe. Don't miss the new six-part adventure of Space Ghost, with special appearances by Moby Dick, Mytor, Shazam, the Herculoids. Avec Superman, Batman et Robin, Aquaman, les 4 Fantastiques, ou avec le grand Mytor et Moby Dick. Bref, toute cette industrie était florissante, mais NBC commençait quand même à ramer en termes d'audience et perdait systématiquement face à ses concurrents. Brandon Tartikoff a alors tenté un coup absolument incroyable. Produire une suite de Bonjour Miss Bliss, une sitcom, mais uniquement focalisée sur les écoliers, et cela non pas pour le prime time, mais pour le samedi matin, à la place d'une série animée. Bon, il y avait déjà eu par le passé quelques essais de séries en acteurs et actrices réels pour cette même tranche du samedi matin. Des séries comme Shazam et Isis, par exemple. Mais jamais une sitcom. Après un peu d'hésitation face à ce pari, quand même, et au reformatage que ça implique, Angel dit finalement oui et crée donc Sauvé par le Gong. Et en France, tu l'as évoqué au tout début de ce podcast, je crois, la série elle est diffusée dans Giga. Giga, c'était une émission de fin d'après-midi sur Antenne 2. Mesdames et messieurs, souvenez-vous, Antenne 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre de France 2. Et c'était une émission pour les ados qui enchaînait sitcom et reportages et qui était célèbre pour son générique, pour sa voix off aussi, qui, si vous écoutez un peu Climax, vous reconnaîtrez peut-être le coucou, salut, bonjour que j'utilise pour introduire à chaque fois. Voilà, c'est ce petit hommage à Giga. Oh non, refais le générique. Coucou, salut, bonjour. Et il disait, c'est Giga. Giga. Pardon, j'adorais le générique, vraiment, j'en ai même fait la sonnerie de mon téléphone. Bref, mais on n'est pas là pour parler de Giga, du coup. On arrête de rigoler, monsieur Carabaz, s'il vous plaît, ça va 2 secondes. On est dans un podcast très sérieux, on parle de Sauvé par le Gong et on va parler donc des personnages et des acteurs. Oui, s'il te plaît. Puisque là, en plus de Zach, Screech, Lisa et monsieur Belding, on a d'autres personnages qui ont été introduits dans la série. Chez les garçons, du coup, il y a Ace Slater, qui était un latino très, très baraqué déjà, à cet âge-là, étant ado, c'était assez surprenant, qui était un peu typé Travolta jeune, il savait super bien danser. Il était incarné par Mario Lopez, qui est aujourd'hui notamment un animateur télé assez réputé aux États-Unis. Et lui, il venait d'une autre série qui s'appelait Kids Incorporated, une autre série pour jeunes donc. Il arrivait dès le début de la première saison de Sauvé par le Gong, mais en fait, son arrivée, elle n'est vraiment marquée dans la saison 1 qu'au 15e épisode, qui a été diffusé, on en reparlera juste un peu après, totalement dans le désordre. Et tout simplement pour essayer de resituer un peu cet épisode, pour qu'il ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, Zach se remémore en fait l'arrivée de Slater au collège de Bayside, et c'est ce qui permet à la série du coup de réutiliser ce chapitre en faisant croire que... c'est un flashback, c'est un souvenir. C'était un flashback, oui, c'est tellement compliqué. Du côté des filles, on avait Kelly qui était interprétée par Tiffany Amber Thiessen. À la base, est-ce que tu le sais, c'est peut-être Jenny Garth aussi qui aurait dû obtenir le rôle. Jenny Garth qui jouait Kelly dans Beverly Hills 90210. Et enfin, il y a Jessie Spano, qui est interprétée par Elizabeth Berkley, qui a été par la suite notamment très connue pour son rôle dans le sulfureux Showgirls. Et puis, il y avait aussi Max du Café chez Max, qui était incarné par Ed Alonso, le magicien. Alors, là, il faut que tu nous expliques un peu plus. Un magicien qui est dans un café, dans une série pour jeunes. J'ai un peu de mal là, à saisir le truc. Je comprends les transitions, mais quand même, là, ce personnage, c'est un peu bizarre, non ? L'acteur était vraiment magicien. Ouais, il n'y a pas vraiment de cohérence. Oui, il tenait un petit peu En tout cas, on le voyait fréquemment dans le café dans lequel se réunissaient les différents acolytes de Sauvé par le Gong. Il avait un peu un rôle qui n'avait rien à voir avec
avec en tout cas l'état d'esprit des jeunes, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a quitté la série assez rapidement au moment de la saison 2. D'ailleurs, assez ironiquement, le dernier épisode dans lequel Ed Alonso est apparu est Save the Max, en français, Sauver le Max, un épisode dans lequel les héros devaient tout faire pour sauver le café qui risquait d'être rasé et être transformé en parking. En fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que ce personnage-là n'avait pas vraiment sa place dans l'univers de Sauvé par le Gong, et les producteurs s'en sont rapidement aperçus, et c'était un moyen pour eux de le faire disparaître. D'ailleurs, l'acteur n'en a jamais tenu rigueur aux producteurs, il avait totalement compris leur décision éditoriale, et son personnage a été remplacé par le personnage de Jeff, un personnage avec lequel Kelly a eu une aventure en début de saison 3. Kelly, il faut le savoir, c'était aussi dans la série l'amoureuse de Zach, et autant te dire que Jeff, Alain, on le déteste encore aujourd'hui. Ah bah oui, j'en bien dirai pas sûr, plus. bah oui, évidemment. Ah non, mais là je commence à comprendre un petit peu les liens et les trames qui se créent au sein de cette série. Je fais pas d'ironie du tout, faut pas croire. Hein. Alors, c'est pas ton genre. Moi, ce que j'ai appris, c'est que... Non. Moi, ce que je sais, c'est que la nouvelle série ne se déroule plus à Indianapolis comme Miss Bliss, mais plutôt à LA. À Los Angeles. Donc, je veux dire, est-ce qu'on explique le fait que en 2 séries, les élèves, ils ont carrément changé, ils ont changé d'école, quoi. C'est tous les mêmes, mais ils sont plus dans la même ville. Oui, mais monsieur Carazé, la magie de la télé, ça vous parle ? D'accord, c'est une réponse. C'est la réponse des producteurs, voilà. Si tu veux. C'est quelque part, c'est magique. Non, c'est la mienne. Mais surtout qu'ils ne l'ont jamais justifié dans la série. Donc, d'accord. Voilà. Question suivante. Oui. Donc, oui, tu l'as un peu évoqué, mais il y a quand même des épisodes qui sont programmés, franchement, un peu dans le désordre. Il y a des épisodes qui sont tournés pour la saison 1 et qui vont arriver dans la saison 2, voire la saison 3. C'est normal, ça, ou c'est moi qui ai mal fait mes calculs, ou qui ai mal regardé les listings d'épisodes ? Non, ça s'est bien passé comme ça. Alors, à l'époque, quand on découvrait la série dans Giga, on s'en rendait pas forcément compte. On avait un peu l'habitude que les épisodes ne soient pas diffusés dans l'ordre, et c'était quelque chose de courant à l'époque. C'est plus quand on a obtenu la possibilité d'avoir la série en DVD, notamment dans un premier lieu avec l'édition américaine, où on s'est rendu compte en fait qu'en termes de diffusion, c'était n'importe quoi. Les producteurs n'ont jamais justifié pourquoi, à un moment donné, dans la saison 2 ou dans la saison 3, ils avaient décidé de rediffuser, en tout cas de diffuser un épisode qu'ils n'avaient jamais inclus dans la première saison. Et du coup, d'une semaine à l'autre, sur NBC, on avait Zach qui avait 16 ans, et la semaine d'après, il en avait de nouveau 12. On n'a jamais trop compris, ça n'a pas fait plus de polémique que ça, mais c'est vrai que c'est surtout avec le recul aujourd'hui qu'on se rend compte que la diffusion de Sauvé par le Gong aux États-Unis, c'était du grand n'importe quoi. Ben voilà, ça peut quand même être un petit peu gênant, parce que là, on parle d'enfants acteurs, de jeunes acteurs qui grandissent année après année. Ça se voit, quoi. C'est quand tu as 30, 40 ans, excusez-moi de ne pas reparler de mon grand âge, mais tout de même, ça se voit moins. Mais quand tu as 15, 16, 17 ans et que tu joues la comédie, un an de plus, un an de moins, c'est quand même super important. Surtout que l'adolescence, on change à l'adolescence, vous n'êtes pas sans le savoir. Du coup, Zach apparaissait du jour au lendemain entre la gueule du gamin et de l'ado déjà bien plus affirmé, quoi. C'était assez c'est surprenant, surtout avec le recul. À l'époque, encore une fois, on s'en rendait pas compte. Donc, même avec cette diffusion en matinée du week-end, comme je l'ai expliqué, la sitcom reste tournée comme une sitcom, comme toutes les sitcoms américaines. Donc, ça veut dire, Sébastien, que c'était, on est bien d'accord, devant un public live. Parce qu'on est quand même là dans l'époque dans laquelle les sitcoms se tournaient comme ça. C'était tourné en public. C'est bien ça. Avec les vrais rires du public. C'est pas des rires enregistrés. C'est les vrais rires du public qu'on entend. C'est bien ça. C'est ça. C'est bien ça, ce sont les rires du public qui sont enregistrés. Après, je pense que peut-être qu'à une ou deux blagues, quand le public ne riait peut-être pas assez fort au montage, comme pour toutes les sitcoms, peut-être que c'était un petit peu exagéré. Mais oui, il y a bien un public qui assistait à l'enregistrement de Sauvé par le Gong. Mais est-ce que tu as envie de savoir un petit peu comment ça se tournait un épisode de Sauvé par le Gong? Évidemment, raconte-nous ça, bien sûr. En gros, il fallait une semaine de préparation pour les acteurs afin de tourner un épisode, d'accord? Donc le lundi matin, ils arrivaient à 8h ou 9h du mat, en fonction. Et là, le producteur, Peter Engel, je suis vraiment très mauvais dans les noms de famille, avec pas mal de gens de la prod, se réunissaient autour d'une table et il y avait déjà un scénario à leur dispo. Ils faisaient une première lecture de cet épisode. Il y avait aussi les responsables de la chaîne NBC qui étaient à table. Et donc du coup...
les acteurs et les guest stars étaient réunis et commençaient déjà à se lancer dans un premier tour de table avec une lecture, un premier test. C'est une sorte de premier test, on peut dire ça. Et les acteurs l'effectuaient et il faut savoir, ils n'étaient pas encore majeurs à l'époque. Une fois que cette lecture était terminée, ils repartaient ensuite pour 3 heures de cours, puisque, en parallèle à Sauvé par le Gong, ils continuaient à suivre les cours avec un professeur particulier. De retour sur le plateau, il y avait une nouvelle lecture qui était faite, avec déjà des aménagements, avec les blagues qui ne fonctionnaient pas, qui avaient été virées pour en insérer sans doute d'autres, et les répétitions, texte à la main, s'enchaînaient jusqu'à 17h30. Le mardi et le mercredi, c'était un peu le même principe, hein. C'était également des répétitions, toujours avec le texte à la main. Toujours aussi entrecoupé de cours pour les jeunes acteurs. Voilà, le jeudi, il répétait en plateau parce que du coup, le réalisateur définissait ses axes caméra, c'est-à-dire qu'il définissait à l'avance quels seraient les plans utilisés pour réaliser l'épisode. Et là, ce jour-là, le jeudi, donc, les scènes étaient répétées à l'envi jusqu'à ce que tout le monde se sente à l'aise. Sachant qu'à 18h30, le jeudi, on faisait un dernier filage. Le filage, c'est quand vous répétez toutes les scènes dans une même foulée en costume. Le vendredi, c'était la grosse journée. Il pouvait y avoir encore des changements dans les textes. Et les journées commençaient à 7h30 du mat. L'épisode était réalisé en 2 fois. Alors, tu le disais, Alain, au départ, oui, c'est réalisé en public. Mais il y avait quand même une première prise qui était faite sans le public. Voilà, au cas où, c'était une sorte de sécurité. Et dans cette première prise, en fait, les scènes étaient filmées dans le désordre. En revanche, entre 17h et 19h30, on faisait rentrer le public. Et là, l'épisode était tourné dans l'ordre chronologique. Avec les acteurs, et c'était en boîte. Voilà. C'est exactement comme était tourné, et on en a reparlé dans ce podcast, des sitcoms comme Friends ou des choses comme ça. C'est devant un public, avec le public qui fait la queue à l'extérieur, qui rentre, et tout ça, évidemment, était gratuit pour le public qui se rendait sur le tournage et qui pouvait voir un peu en avance les épisodes. Alors, dans la série Sauvé par le Gong, il y a quand même quelque chose, même si moi, j'en ai pas vu énormément d'épisodes, parce que, encore une fois, ce n'était plus de mon âge, mais enfin, tout de même, il y avait quand même quelque chose qui m'a marqué, moi, c'est le générique. Le générique de la série, il est devenu complètement mythique. Hein, et je crois que c'est un certain Scott Gale qui a composé le générique, c'est ça ? C'est ça. Et c'était pas la première fois, d'ailleurs, qu'il composait pour la télé, puisqu'avant ça, il avait signé le générique de Bonjour Miss Bliss, qui était bien plus soporifique, hein, on va pas se mentir. Il avait fait aussi le Prince de Bel-Air. Je sais pas si tu te souviens, le Prince de Bel-Air, Alain. C'était aussi une série qui était diffusée dans un premier temps dans Giga. Et puis, il a fait aussi d'autres séries que je te citerai pas parce qu'elles sont très peu connues en France. Et il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions du générique. Ça a toujours été le même thème musical, mais il a été un peu remixé à certains moments, notamment entre la saison 1 et la saison 2. Alors, dans ses principales versions, il a toujours été interprété par Michael Damian, qui est un chanteur, mais également un acteur. Il est connu pour avoir joué dans Les Feux de l'amour. Et voilà, à 2-3 reprises, il y avait un autre générique qui était proposé. Ce qu'il faut savoir aussi, du coup, c'est dans ce générique image, c'est que les personnages, en fait, évoluaient en fonction du fait que les acteurs grandissaient eux aussi pendant les 4 saisons de la série. On parle d'évolution de la série. La série, c'est des histoires amusantes, mais pas que. Il y a quelquefois des épisodes dans lesquels les histoires sont un petit peu plus sérieuses, même si le producteur maintient que sa série se voulait, et je le cite, réaliste, car la plupart des enfants ne sont pas alcooliques, la majorité d'entre elles ne tombent pas enceintes, ce qui est vrai. La plupart d'entre eux ne touchent pas à la drogue, ce qui est vrai. Ils sont plus intéressés par les cours, parce qu'ils doivent dire à leurs parents, les filles ou les garçons, et le sport. C'est le producteur de la série qui dit, mais cependant, malgré ça, il y a quand même des sujets plus sérieux qui sont abordés. Oui, il y a des sujets plus sérieux. Toi, tu le disais qu'elle se voulait réaliste. Moi, je rajouterais aussi parfois qu'elle avait quelque part un côté moralisateur. On affichait à l'antenne comment en fait les ados devaient se comporter et réagir dans certaines situations. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le traduisais à l'époque. Mais quand tu parles de sujets sérieux, oui, il y a quand même des épisodes qui cherchaient à sensibiliser un peu les jeunes téléspectateurs. Moi, je me souviens d'épisodes assez marquants. Il y avait une jeune fille qui travaillait aux côtés de Zach, et Zach s'apercevait qu'elle était SDF. Évidemment, Zach a tout fait ensuite pour prendre soin
besoin d'elle. Dans le premier épisode de la saison 2, on avait le père de Kelly qui perdait son emploi, qui est aussi un sujet plutôt grave. Un épisode aussi qui a peut-être un peu moins marqué les téléspectateurs français, mais qui, aux États-Unis, je pense, a bien marqué les esprits, c'est que Zach s'est rendu compte à un moment donné dans un épisode qu'il était le descendant d'Indiens d'Amérique. Et ça, c'est un sujet très sensible aux États-Unis, puisque notamment quand tu dois remplir, par exemple, un certificat de naissance là-bas, tu dois indiquer si tu es de naissance d'origine indienne. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important là-bas. Et effectivement, Zach descendait d'Indiens d'Amérique et il en éprouvait une évidente fierté. Il y avait aussi le sexisme qui était déjà abordé à l'époque, on en parlait à l'époque. Il y a une collégienne qui venait d'arriver dans un épisode, on ne l'a vu que dans un épisode d'ailleurs, je crois, et qui voulait intégrer le club de lutte dans lequel était intégré Slater, et elle avait tout le mal du monde à pouvoir s'y intégrer puisque c'était une fille. Voilà, donc c'était évidemment dénoncé dans la série. C'est vachement bien, alors, honnêtement, ça me donne presque envie de regarder. Ça a pris un petit coup de vieux quand même sauvé par le gong, je trouve. J'ai regardé des épisodes encore une fois évidemment, et avec l'œil qu'on a aujourd'hui, c'est un petit coup de vieux, mais ça reste une Madeleine de Proust, on va pas se mentir. Ouais, mais les histoires dont tu me parles sont intéressantes. Enfin, je veux dire, dans une série pour jeunes qu'on essaye d'insuffler ce genre de choses, voilà. C'est plutôt bien. Mais c'est pas les seuls exemples. Rapidement, Alain, quelques-uns encore. Zach s'est rapproché dans un épisode d'une fille qui était atteinte d'un handicap. Il y a aussi eu un épisode dans lequel ils étaient victimes d'un accident de voiture après avoir conduit en état d'ébriété. Boire, c'est pas bien, je vous le rappelle, ou alors avec modération. Les thématiques environnementales aussi sont abordées, alors qu'aujourd'hui Trump nous bassine, non, le réchauffement climatique n'existe pas. Déjà à l'époque, dans Sauvé par le Gong, il y a eu plusieurs épisodes dans lesquels les gamins s'y intéressaient, notamment à un moment donné, il y avait une société pétrolière qui voulait installer un gisement juste à côté du lycée, et très vite ça a tourné au drame. Ou encore dans un autre épisode, Jessie qui avait décidé de se lancer dans un combat contre les gobelets en polystyrène, tous contre les gobelets en polystyrène. C'était pas ça le slogan, mais voilà, j'avais envie de le dire. Mais surtout, en parlant de Jessie, il y a un épisode dont il faut parler, c'est la chanson de Jessie. Tu sais lequel c'est, Alain ? Forcément, t'en as entendu parler. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. J'en ai entendu parler avec I'm So Excited, oui, I'm So Excited. C'est bien ça, non ? Pardon, je suis en train de te limiter quand elle se jette dans les bras de Zach et qu'elle nous fait un burn-out. Non, mais alors, qu'est-ce que c'était que cette histoire ? C'était quoi ? En gros, elle était vraiment excitée, Jessie, c'était quoi, si vous ne connaissez pas la série, et je vous invite à la découvrir, Jessie, c'était l'élève modèle par excellence. Elle en est arrivée à un moment où elle voulait mener à la fois ses projets artistiques et ses projets scolaires le mieux possible, et du coup, elle prenait pour ça des pilules de caféine, et elle en est devenue totalement accro. Et donc, dans cet épisode-là, au moment donné, elle devait réaliser un clip avec ses copines Kelly et Elisa autour de la chanson dont tu parlais, I'm So Excited des Pointer Sisters. Et elle a craqué, elle a fait un burn-out, elle s'est jetée dans les bras de Zach à la fin dans une scène mémorable, qui, je crois d'ailleurs, a été caricaturée par la télé américaine, si ça te dit quelque chose. Ah oui, un nombre incalculable de fois. Moi, je l'ai vu dans des shows sans arrêt, dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. J'ai vu que quand les acteurs reviennent, ils font une référence à ça. Enfin, c'est sans arrêt, quoi. Yeah, I'm excited. Exactly how excited would you say you are? I'm so excited. I'm so excited. I'm so scared. Donc c'est une scène culte de la série, et le réalisateur Don Barnhart a révélé à l'occasion des 25 ans de cet épisode qu'il a dû contenir sa comédienne Elizabeth Berkley, parce que dès les répétitions, en fait, elle voulait se lâcher sur scène, alors que lui voulait absolument qu'elle garde une certaine fraîcheur au moment de l'enregistrement du show le vendredi, notamment avec le public. Il voulait en effet apporter le plus de réalisme possible à cette scène. J'ai une citation, je vais te la lire. Avec cet épisode, la série faisait un écart. À cette époque, le fait d'évoquer le problème de la drogue dans une sitcom était très rare, même s'il était fréquent de voir ce sujet abordé dans les séries de type dramatique. Certains acteurs de la série se moquaient de cet épisode parce que Jessie était accro à des pilules de caféine. Il concluait en disant elle était déchirée entre les autres personnes donc de la production, et ce que moi je lui demandais, moi étant le réalisateur Don Barnard, elle voulait se donner à 100%, elle était contente au final de s'être retenue, puisque on le voit dans le résultat, c'est devenu culte. You mean you really are taking drugs? I need them. Jessie, give me those. I need them, Zach. I have to sing. Jessie, you can't sing tonight. Yes, I can. I'm so excited. I'm so excited.
Jesse. Ah ouais, véritablement. Est-ce qu'il y a eu des guest stars dans la série? Moi, je crois que Tori Spelling a tenu un rôle récurrent dans plusieurs épisodes. C'était un rôle d'ailleurs dans lequel elle n'était pas vraiment mise en valeur, puisqu'elle jouait le rôle d'une ringarde avec des lunettes. Et si je me souviens bien, elle avait un rire de cochon. Je crois qu'elle rigolait comme ça. C'est le son que j'ai en tête. Peut-être que je me trompe. Excusez-moi si c'est une erreur, mais il me semble qu'elle faisait ça. Et c'était la petite amie de Screech, l'autre ringard de la série. On vient de parler des personnages, Alain, mais il y a quand même une caractéristique aussi, quelque chose que je voulais souligner par rapport à Sauvé par le Gong, c'est qu'il y a pas mal d'épisodes en fait qui se sont aventurés hors des murs du lycée de Bayside, des épisodes tournés à la plage notamment, mais aussi et surtout il y a un épisode qui fait consensus et que tout le monde retient, qui s'appelle Rockumentary. Sans doute le meilleur épisode de la série, je le regarde encore aujourd'hui, je chante encore ses chansons en boucle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un chapitre qui était présenté comme un documentaire et dans lequel tous les membres de cette bande, à l'exception de Jessie qui était absente, parce qu'elle s'était cassé le genou un petit peu juste avant, tous les membres de cette bande formaient un groupe musical qui s'appelait Zack Attack. Et dans cet épisode, ils rêvaient qu'ils étaient devenus des stars du rock. Et vraiment, c'est un épisode qui, nous, à l'époque, nous a fait rêver. Les chansons étaient originales et super catchy. D'ailleurs, sur la bande originale de Sauvé par le Gong qui est sorti en CD, on pouvait retrouver ces chansons. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet épisode-là, ce ne sont pas les acteurs qui ont interprété les chansons, ce sont d'autres artistes. Alors la raison pour laquelle officiellement ils n'ont pas enregistré ces chansons, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. La raison officieuse, c'est que en fait, ils ne savaient surtout pas chanter. Voilà. Non, les téléspectateurs français dont je faisais partie à l'époque, on n'y a vu que du feu parce qu'on ne connaissait pas leur voix originale. On avait l'impression en fait de découvrir leur vraie voix américaine. Voilà. Non, et puis ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'autotune, quoi. On ne pouvait pas mal chanter et que ça paraisse très bien peu de séries qui étaient diffusées en VOST, hormis celles qui étaient dans Continental sur France 3 avec Alex Taylor. Voilà, et donc du coup, par contre, le producteur, avec le recul, avait regretté de ne pas les avoir fait chanter parce qu'il trouvait que c'était une mauvaise idée. Voilà, de les avoir doublés. Il aurait préféré plus de réalisme en leur confiant également l'interprétation de ces chansons. En 1992, le succès est tel que NBC continue de changer sa grille du samedi matin et de remplacer les séries animées par d'autres sitcoms. Il crée d'ailleurs la TNBC, la Teen NBC, avec des séries comme Sauvé par le Gong, donc California Dreams et d'autres, la plupart produites aussi par Peter Angel. Et c'est pourtant la dernière saison de Sauvé par le Gong. 15 épisodes sont prévus, ils se clôtureront avec le Graduation Day, le jour où tous les personnages terminent leurs études et reçoivent leur diplôme. Sauf que, juste après, NBC demande à avoir 11 épisodes de plus. Donc, non pas 15, mais 26 au total. C'est vachement bien pour tout le monde, sauf pour Tiffany Amber Thiessen et pour Elizabeth Berkley, parce que toutes les deux, elles souhaitaient aller voir ailleurs, si elles y étaient, et ne renouvellent pas leur contrat. Le résultat est que donc, on va alterner les épisodes dans lesquels elles figurent, parce qu'ils sont déjà tournés, avec ceux dans lesquels elles ne sont pas. Et donc, on les remplace, on essaye de les remplacer par d'autres personnages. C'est bien ça dans ces épisodes un petit peu alternatifs. C'est bien ça, et c'est vrai que ça, à l'époque, ça avait rajouté un petit peu de confusion pour nous, Français, qui suivions l'émission dans Giga. On comprenait pas d'où sortaient ces personnages. Il y avait notamment Tori Scott, qui était incarnée par Lyanna Creel, un rôle qui tranchait à l'époque avec celui de ses prédécesseurs, parce qu'elle était un peu présentée comme un garçon manqué dans la série. Pour autant, elle restait très féminine, clairement. Il y avait aussi des personnages secondaires, comme Hawks, Big Pete et Ginger, mais bon, ils étaient vraiment anecdotiques, même s'ils ont pu marquer un petit peu les téléspectateurs. Et donc, durant cette dernière saison, il y a eu un téléfilm spécial, on en a parlé un tout petit peu au début, L'aventure hawaïenne. C'était prévu pour le prime time. On y retrouve d'ailleurs Dean Jones, le héros des films Disney, comme Un amour de coccinelle ou Le fantôme du bavard noir. Ça, évidemment, Sébastien ne peut pas connaître. Et puis, l'épisode final, lui, a été aussi diffusé en prime time. Et le dernier épisode de Sauvé par le Gong, première version, c'était le 22 mai 1993. Alors ensuite, il
il y a eu les années lycée, The College Years. Là, on est dans une sitcom plus de soirée. Elle fait suite à la série, donc elle est diffusée le mardi soir en début de soirée. Elle va durer 19 épisodes de septembre 1993 à février 1994. C'est ça, et cette fois-ci, donc, exit le lycée et nos amis sont à l'université. Et en cela, le titre français est hyper mal trouvé, puisque Sauvé par le gong les années lycée, non, ça devrait être Sauvé par le gong les années universitaires. Bref, on peut pas refaire l'histoire, hein, vous comprendrez ma frustration. On y retrouve surtout les trois garçons, Zach, Slater et Screech, mais aussi Kelly, qui est revenue du coup, même si elle arrive qu'au 2e épisode de cette série, en remplacement du personnage de Daniel Le, présente uniquement dans le pilote. Jessie, on ne la verra pas, elle est totalement absente. Lisa, elle ne sera présente que dans un seul épisode vers la fin de la saison. Pour renforcer les rôles féminins de la série, il y a 2 personnages qui sont introduits. Il y a Kirsten Warren qui va jouer le rôle d'Alex et Anne Tremco qui va jouer le rôle de Leslie. Et toute cette petite bande est désormais supervisée par Mike Rogers, qui est joué par Bob Golick, qui est le responsable de la résidence universitaire dans laquelle ils cohabitent. Effectivement, ici, il n'y a plus de Monsieur Belding comme dans la série originale. Et en termes d'histoire, il n'y a pas de grande surprise, hein. On continue d'explorer les amourettes des héros et certaines thématiques sociétales sont encore parfois présentes, même si c'est quand même moins marqué que dans Sauvé par le gong, la série originale. Alors dans le dernier épisode, enfin, Zach et Kelly sont fiancés. Ils vont se marier après dans un téléfilm qui s'appelle Mariage à Las Vegas, donc en grande pompe, un grand téléfilm. Et on retrouve même dans un épisode de Jonathan Brandis qui tient son propre rôle. Hein. Vous vous souvenez, c'est le Jonathan Brandis qui faisait partie du pilote original de Bonjour Miss Bliss. Donc c'est un petit peu ironique pour lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien au contraire, parce que en même temps que ces années lycée, était diffusée le mardi soir une autre série, donc en parallèle, en même temps, une autre série dérivée de Sauvé par le gong. Toujours le samedi matin. Et ça s'appelait La Nouvelle Classe. Alors, c'est pas un peu tirer la corde et épuiser, vraiment, de presser le citron jusqu'au bout, là. Parce qu'en plus, d'après ce que j'ai vu, cette série qui a été lancée en 1993, La Nouvelle Classe, a duré 7 saisons, 143 épisodes jusqu'en 2000. Bon, Sébastien, dis-nous, comment c'est possible qu'une série dérivée puisse être pratiquement plus longue et plus populaire, enfin plus populaire, je ne sais pas, mais en tout cas plus longue que la série d'origine? C'est du délire. Alors oui, tu l'as bien noté, hein, elle a duré 7 saisons, à l'inverse de Sauvé par le gong qui en avait fait que 4. Pourquoi est-ce qu'elle a fonctionné? Elle a un peu moins marqué les esprits des teenagers de l'époque, beaucoup moins en tout cas que l'équipe originale, mais si ce reboot en quelque sorte a fonctionné, c'est tout simplement parce qu'on a repris les éléments qui ont fait le succès de la série originale et qu'on les a remis au goût du jour. C'est-à-dire que les différents personnages répondaient quasiment au même profil que les héros de la première version. T'avais le lycéen populaire, le ringard, la midinette, etc. Et encore une fois, cette série mettait en scène des trublions qui étaient bien plus intéressés par leurs histoires de cœur que par leurs études. Alors, comme son titre l'indique, la nouvelle classe de Sauvé par le gong voit le lycée Bayside investi de nouveaux protagonistes. Dans les personnages, il y avait Weasel, Tommy D, Megan, Lindsay, Vicky et enfin Scott, qui était un étudiant originaire d'un lycée et demi pour la première saison. Donc on retrouvait Monsieur Belding, qui était là également dans la première saison. Et dès la saison 2, les producteurs ont fait appel à Screech, Screech de la série originale, donc interprété par Dustin Diamond, qui devenait ici le rôle qui obtenait le rôle de l'assistant de Monsieur Belding. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à l'inverse de la série originale, ici, il y a eu un vrai turnover des personnages dès la 2e année. Hein. Les personnages n'étaient quasiment jamais les mêmes d'année en année. Donc, il y a eu un vrai renouvellement, et ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le succès de la série. Et comme tu le disais, j'insiste quand même, c'est important de se souvenir que cette première saison de la nouvelle classe était diffusée la même année que les années université de la précédente génération. Et oui, d'ailleurs, les anciens apparaissent quelquefois, Mario Lopez, Marc-Paul Goslar, ils apparaissent dans le dernier épisode de la saison 2, lors de l'incendie du Max, en saison 4, etc. Dustin Diamond qui reprend le rôle de Screech, comme tu as dit, enfin voilà. Donc, c'est plus qu'un reboot, c'est vraiment c'est une nouvelle classe, une classe parallèle, donc il y a un lien entre les deux séries. Pour l'anecdote, je crois qu'il y a même un épisode dans lequel, en saison 5, tous les personnages de la nouvelle classe viennent en France. Enfin, il y a plusieurs épisodes dans lesquels ils viennent en France, ils vivent des histoires en France. Donc ça a réellement, en plus, été tourné en France. C'est quand même fou, non ?
Oui, c'est dingue. Mais parce qu'ils ont toujours su qu'ils avaient un public en France et c'était aussi une manière de leur parler. D'ailleurs, pour l'anecdote, Giga avait organisé un concours au tout début des années 90 pour permettre à des téléspectateurs d'assister et de jouer, être figurant dans Sauvé par le Gong. Il y a un garçon, une fille, je ne connais pas leur nom, mais qui ont pu aujourd'hui apparaître dans la série. Il y a tout un reportage qui avait été fait et aujourd'hui, quand je revois les DVD, je revois ces deux Français qui ont eu la chance de pouvoir tourner dans un épisode de Sauvé par le Gong. Et si jamais toi qui écoutez ce podcast, vous reconnaissez, envoyez-nous un petit message. J'adorerais pouvoir parler avec vous de cette expérience. Ce serait un bonheur que de vous retrouver. Ah oui, absolument. After 10 years, Saved by the Bell says goodbye. Join us for the season finale and the final episode of Saved by the Bell. It seems like only yesterday we started. Janvier 2000, c'en est fini pour de bon avec Sauvé par le Gong. Mark-Paul Gosselaar deviendra un des partenaires de Sipowicz dans NYPD Blue, puis dans la série judiciaire Raising the Bar, Justice à Manhattan. Elizabeth Berkley a commencé sa carrière cinématographique de façon assez tonitruante, on en a parlé, avec Showgirls de Paul Verhoeven, et ça s'est un peu terminé là. Tiffany Amber Thiessen a embarqué dans Beverly Hills, où elle est devenue Valérie, puis dans FBI, duo très spécial, à savoir White Collar, avec Matthew Bomer, et dans Alexa et Cathy. Et Mario Lopez, lui, est devenu, comme tu l'as dit au tout début, présentateur de jeux télé. Il a même participé à Danse avec les stars, à la télévision américaine. Et puis Dustin Diamond, lui, c'est tout un poème. Il a fait des fausses sextapes, oui, des fausses, des sextapes, et il a reconnu qu'elles étaient fausses. Il a eu pas mal de conflits durant des émissions de télévision, des émissions de télé-réalité. Il a écrit un livre de confession sur la série qu'il avoue ne pas avoir écrit lui-même. Donc voilà. Il a passé 3 mois en prison. Bref, c'est vraiment tout un poème. Tout ça fait que, si les autres comédiens ont plaisir à se revoir et à apparaître quelquefois ensemble, comme dans le Tonight Show de Jimmy Fallon par exemple, Dustin Diamond, lui, il est devenu un petit peu persona non grata. Is it just me or the seniors at the school really old looking? Hey, Jamie. Mais ce n'est pas fini. Sauvé par le Gong, comme toutes les licences connues et populaires auprès du public, et cela à travers des générations, eh bien, il va connaître une nouvelle version. Il va y avoir une nouvelle version de Sauvé par le Gong. Elle est en cours de production pour la plateforme de streaming Peacock. Le contraire aurait d'ailleurs été étonnant. On ne sait pas grand-chose à ce stade sur cette nouvelle version, sauf qu'elle ne serait pas devant un public en live, mais comme dans l'immense majorité des comédies actuelles, tournée, comme toutes les séries le sont, avec mono-caméra, comme on dit. Il semblerait que certains acteurs de la série d'origine réapparaîtraient ou seraient impliqués avec cette nouvelle version. Moi, je suis certain que Sébastien Barquet a des kilos de scoop et des infos absolument fantastiques sur cette série, toute récente sur ce dossier, parce que je suis persuadé, Sébastien, que tu suis ce dossier de façon quotidienne, absolument frénétique. Sébastien, c'est à toi. C'est à toi. Nous attendons. Sébastien, les scoops Alain ? Oui. C'est toi qui as mis le coffret DVD de Dr. Queen, là, dans le studio ? Oh mon Dieu ! Un coffret DVD de Dr. Queen ? Est-ce que c'est une façon de me faire passer un petit message comme quoi tu adorerais faire un podcast Previously sur le Dr. Queen femme médecin ? Oh mon Dieu, le coffret, il est là ? Écoute, donc, tu serais partant pour un podcast Dr. Queen ? Parce que alors moi, je veux dire que... Tu sais, je m'imagine déjà sur la carriole entre Michaela et Sully. Ah, quand tu veux, Alain. Eh bien, merci beaucoup Sébastien pour ton incroyable connaissance et tes détails. Et là, je plaisante pas sur cette série quand même assez étonnante qui s'appelle Sauvé par le Gong et toutes ces séries dérivées. On te retrouve donc, confirme-le-nous bien, dans Climax, le podcast de Télé Loisirs. Donc, tu nous parleras encore avec tous tes comparses de nouvelles séries, de nouveautés, de nouveaux films et des choses comme ça ? Voilà, c'est ça, dans Climax, une fois par mois. On évoque un peu les tendances séries, on parle aussi de ciné. Voilà, c'est Climax, dispo tous les mois sur les plateformes traditionnelles. Et vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site de Télé Loisirs. Merci beaucoup Sébastien. Si j'ai bien compris, on se retrouvera de toute façon un prochain jour, peut-être une prochaine année, pour un podcast sur Dr. Queen, femme médecin. Je suis pas certain, mais enfin bon. Écoute, la balle est lancée. Peut-être que des gens vont nous appeler, vont nous envoyer des emails pour nous dire oui, je veux absolument un podcast sur Dr. Queen, femme médecin, ou pas. Je ne vous menace pas, mais vous faites comme vous voulez. Merci beaucoup en tout cas Sébastien, et à bientôt. C'était un grand plaisir. Merci Alain.
semaine prochaine, Mathias Barneville nous ouvrira les portes de l'agence ASK. Et ça sera donc Thibaut de Montalembert qui sera notre invité spécial, notre guide pour la série 10%. Ce podcast est disponible en avant-première sur l'application Audio Now, puis sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.